Ok, bon, ben on va commencer. De toute façon, ce sera enregistré. Donc, les gens qui viennent et qui nous accompagnent au fur et à mesure du temps, il n'y aura pas trop de soucis du tout. Bonjour tout le monde. On va du coup commencer cet Instagram Live et le sujet sera comment lancer une marque d'artisanat et l'exporter à l'international. Le cas d'étude est celui de Naili Caribbean Baby et il y aura le lien en fait en bas sur la description de la vidéo YouTube pour le replay. Et elle s'est rapprochée de moi et m'a demandé comment elle pourrait lancer sa marque, s'internationaliser et potentiellement générer son premier 1 000 € grâce à son business. Il se trouve que j'ai aidé ma mère à lancer sa marque et effectivement, elle a déjà pu générer bien plus que 1 000 € grâce à son petit business, mais elle c'est un peu différent parce qu'elle fait un vide-grenier. Donc, je lui ai expliqué, hein, je ne saurais pas l'aider à créer une marque d'1 million de dollars, mais au moins pour faire ses premiers 1 000 €, je pense que j'ai plus ou moins la recette magique, si c'est une recette magique, mais en tout cas l'expérience pour lui expliquer pas à pas comment en fait générer ses premiers 1 000 € grâce à son business. Ça, pas trop de problème là-dessus. Donc, on va faire ce point en 3 étapes où on va d'abord voir numéro 1, la création de sa marque et surtout personnifier la marque. Ensuite, on va voir dans le point numéro 2, l'étude de marché et les petites trouvailles que j'ai faites. Et je vais du coup vous donner des conseils pour faire l'étude de marché par rapport à votre marque si vous voulez vous lancer dans une marque artisanale martiniquaise et vous exporter. Numéro 3, les différentes places de marché que je recommanderais pour lancer ce type de business. Et puis en dernier, on va faire une conclusion et les conseils que je conseille spécifiquement à Naili underscore Caribbean Baby. Donc, commençons par créer une marque. Effectivement, sa marque s'appelle Naili underscore Caribbean Baby. Euh, donc, c'est pas mal. Elle a déjà une page Instagram, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est tout ce qu'elle a. Il faut, numéro 1, qu'elle se mette en avant. Quand on parle en fait d'une marque artisanale, et si on prend en fait l'exemple des grands groupes et des grandes marques, les Louis Vuitton, les Gucci, les Dolce, là, le produit et l'artiste ne sont qu'un. On achetait la vision d'un artiste, on n'achetait pas un produit. Donc, elle ne se met pas beaucoup en avant, elle ne met pas beaucoup elle ne met que son talent en avant. Je lui conseille de mettre sa personne en avant, sa personnalité, qu'elle donne envie aux autres d'acheter un bout de sa vision et pas seulement un produit. Parce on se fait vendre des produits toute la journée. On n'a pas envie d'acheter des produits pour acheter des produits, on a envie d'acheter une histoire. Le deuxième élément en fait que je recommanderais, c'est que effectivement sur ses publications et sur sa communication en général, vu que ce sont des produits de puériculture, et c'est là en fait où j'ai un peu de... Je dirais qu'on rentre un peu dans une zone grise, en fait parce qu'on vend des produits pour enfants. Donc difficile de vendre des produits pour enfants sans un modèle enfant. Personnellement, je suis relativement contre mettre des enfants en avant sur les réseaux sociaux, mais il est prouvé que les gens aiment les petits enfants. Donc c'est là en fait, je vous dis, on rentre dans une zone grise. Si elle trouve un modèle enfant récurrent et mignon, elle pourrait potentiellement s'en servir comme mascotte. Et cette mascotte, du coup, ferait partie de ce bout d'histoire, comme on l'expliquait, que du coup, on vendrait avec la marque Naili Caribbean Baby. Le dernier point, son logo, un site e-commerce, on va en parler plus tard, un blog. En fait, il lui faut une complète présence online parce que vu que pour le moment elle n'a pas de boutique, de boutique physique, j'entends bien, il faudrait peut-être qu'elle regarde à créer cette présence online en amont, même si elle n'a pas encore les stocks, même si elle ne peut pas encore vendre 1 000 sacs pour le moment, il lui faut créer une présence online et le faire le plus tôt possible. Donc quand on regarde cet aspect de marque et de personnification de la marque, trouver un modèle enfant, mettre en avant son expertise, son histoire et elle-même en fait en tant qu'individu, en tant que créatrice, parce que c'est ce qu'elle est, et en fait commencer à se créer pour elle-même une visibilité totale sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les blogs, avec du contenu vidéo, écrit et photo. Et ça, on va en parler, cela fait partie d'une de mes recommandations. Donc, sur ce point de vue de marque, on pourrait rentrer bien plus dans le détail en termes de design, de couleur et de peut-être même changer le nom pour qu'il soit plus trouvable sur Google par exemple. Mais c'est comme c'est une conversation qui est un petit peu plus, je dirais, d'expertise,
je vais la laisser de côté. Et si vous voulez en fait qu'on rentre dans le détail de comment bien choisir sa marque et comment bien créer sa marque, c'est tout à fait un sujet que l'on pourra du coup discuter. Et j'essaierai d'ailleurs d'inviter un expert pour qu'on en puisse en discuter un peu plus. Donc, l'étude de marché. Quand on parle d'étude de marché, il est difficile de lancer un produit si il est très difficile de lancer un produit si on ne peut pas en fait savoir si on a de la clientèle. Sans avoir des clients, à quoi ça sert en fait de se lancer en business? Ça ne sert à rien et je suis tout à fait d'accord, on peut se lancer dans n'importe quelle passion et en espérant casser des briques, mais sans clients, vaut mieux ne pas lancer de business du tout. Du coup, d'un point de vue étude de marché, le premier truc que je recommanderais à Naili Caribbean Baby serait de voir s'il y a déjà des gens qui ont réussi dans cette niche de tissus culturels forts pour des produits et des accessoires de puériculture. Et pour ce faire, les meilleurs outils pour trouver en fait si c'est quelque chose qui intéresse les gens, qui est cherché, serait d'abord faire une recherche sur Google Trends, faire après une recherche sur Google Keyword Planner, faire des recherches sur YouTube et faire des recherches sur Facebook. Donc, on va prendre chaque point par point et voir en fait quel type de data on arrive à extirper quand on fait ce type de recherche pour Naili Caribbean Baby, surtout en ce qui concerne les tissus, le tissu du madras et peut-être pas ouvrir le business à quelque chose de plus grand. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Google Trends et en fait, sur les 12 derniers mois, et je parle du marché américain parce que le marché américain est une bonne vision en fait du marché global. Le tissu madras est un terme qui est plus ou moins populaire. Ça va en fait, c'est pas de la folie, ça va. Par contre, le tissu wax est le tissu wax et le nylon. Donc oui, par contre, le tissu wax est un produit qui est beaucoup plus recherché, un produit qui a beaucoup plus de saisonnalité et un produit en fait qui atteint des popularités de recherche bien plus grandes. Donc peut-être, d'un point de vue business, faire non pas un pivot, mais en fait juste aller chez le tailleur et d'aller en fait chercher du tissu, mais pas que du tissu madras, mais aussi proposer une gamme wax qui serait une gamme complémentaire à la gamme madras. Et du coup, laisser le client choisir quel tissu ils veulent, sachant que d'un point de vue de procédure de production, il n'y a aucun coût supplémentaire. Il faut juste trouver un bon fournisseur de tissu wax, qui est du coup un terme beaucoup plus populaire sur les marchés internationaux. Si on regarde keywords, les idées de keywords, quand il s'agit de madras, le tissu madras, dans le monde entier, quand on regarde Google Keyword Planner, qui est l'outil qui permet en fait de faire des campagnes d'optimisation de recherche par mots-clés sur Google, on se rend compte en fait que le madras dans le monde est plutôt perçu comme un tissu qui est utilisé pour des chemises quand on veut un look vintage des années 60. Oui, dans le monde, le madras était très populaire, surtout pendant les années 60, et du coup maintenant c'est perçu comme un tissu vintage. Donc certes, quand on parle de pivot et de changer la marque, on peut voir dans un premier point qu'on a un point de vue marque qui est on veut commencer avec le madras parce que c'est notre tissu traditionnel martiniquais, certes, mais dans un deuxième point de vue, on se dit, ben attends, je peux faire du wax, ça ne change pas grand-chose et ça reste culturellement approprié, plus ou moins. Boum, du coup, on peut déjà tout de suite ouvrir l'audience et avoir un marché plus grand. Deuxième point, positionner le produit pour les gens qui aiment le vintage, pour les gens qui aiment en fait la mode des années 60, serait du coup bien plus pertinent également, et ça on verra ça d'un point de vue marketing un tout petit peu après. Troisième réalisation, quand on fait une étude de marché sur le tissu madras sur YouTube, on se rend compte que le tissu madras est en fait, évidemment, ça vient d'Inde, ça vient de Chennai en fait. Et c'est un tissu qui a été rapatrié d'Inde pendant la colonisation et l'esclavage. Et du coup, c'est comme ça que ce tissu est arrivé chez nous.
Donc, en fait, quand on regarde d'un point de vue international, il y a beaucoup plus de concurrence qu'on ne le croit, qui est du coup positionnée sur le marché indien. Voilà. Donc, quand on voit cet aspect Madras et Inde, euh, il y a en fait opportunité et il y a problème et concurrence. Opportunité parce qu'en Inde, ils sont très nombreux, extrêmement nombreux. Et d'un point de vue extrêmement nombreux, ça veut du coup dire que ce sera très difficile de gagner en part de visibilité sur les recherches de mots-clés quand on parle de Madras, parce que les Indiens, eux, ils cherchent Madras et Chennai et puis leur truc. Par contre, il y a une opportunité. Parce que si on arrive en fait à hijacker, je dirais, ces mots-clés de Madras en termes de recherche, on pourra du coup apparaître et apparaître devant une audience toute particulière qui a potentiellement du pouvoir d'achat. Mais le premier truc qu'on le voit en fait dans analyse 1, 2 et 3, c'est que le marché n'est potentiellement pas uniquement local. Et j'entends par ce point que juste se focaliser du bouche à oreille et essayer d'avoir en fait des clients en Martinique n'est peut-être pas la meilleure façon de faire ses premiers 1 000 euros. Donc, et le troisième point que j'ai regardé sur les groupes Facebook, qui était de voir quelles personnes recherchaient ou déjà vendaient déjà en fait, des produits faits en tissu madras ou en tissu wax. Et il se trouve que très peu de gens le font. Très peu de gens. Le tissu madras et le tissu wax sont en fait quelque chose, des produits qui ne sont pas du tout promus sur les réseaux sociaux, aussi bien en organique qu'en paid media, qu'en publicité. Du coup, encore, ça veut dire deux choses. Un, qu'en fait, qu'on a un marché vierge quand il s'agit en fait de promouvoir le produit. Du coup, on peut très très facilement se différencier en termes de contenu. Et si une publicité avec des tissus Madras apparaît, la personne va se dire ah, j'ai jamais vu ça avant, parce qu'effectivement, il n'y a pas énormément de conversation là-dessus. Personne en fait, aucun marchand ne fait de la pub pour vendre des tissus Madras ou des tissus Madras sur Facebook du tout. Donc il y a en fait un gros trou et potentiellement en fait quelque part où rentrer. Donc quand on regarde du coup ce deuxième point sur l'étude de marché, il y a une demande que l'on peut du coup combler aussi bien d'un point de vue Madras, mais également d'un point de vue wax. Et quand on voit ces deux points, on peut les axer soit d'un point de vue vintage ou soit d'un point de vue vintage réinventé, car les personnes qui aiment en fait, qui ont une appétence pour ces habits vintage des années 60 seront très réceptifs si en fait on positionne le produit comme du vintage réinventé. Aussi bien dans la marque, dans la ligne, dans le slogan, la ligne de marque et toute la ligne éditoriale de tout le contenu. Et ça, on va voir le contenu dans pas longtemps. Du coup, point numéro 3, vous voyez, j'ai mes petites notes, mais extrêmement structurées aujourd'hui. Point numéro 3, les places de marché. Et pour lancer une marque culturelle, artisanale, je vois 4 places de marché où on peut fonctionner en fait. On va commencer par la plus évidente. Évidente numéro 1, commencer par des réseaux retail existants en Martinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bande à Tilo, la bande à Carrefour, la bande à tous ces trucs en fait qui ont un petit peu de traction et de présence pour générer du trafic et du footfall, en fait, du passage du client dans les boutiques, il serait peut-être temps d'aller pitcher ces produits pour les touristes et les gens qui veulent des produits souvenirs. Donc ça, c'est un point de vue. Le positif, c'est qu'en fait, on n'a pas trop besoin de s'occuper de la vente, on n'a pas besoin d'avoir les 4 murs, on n'a pas besoin de les louer, on n'a pas besoin de lancer sa boutique. Mais le négatif, c'est que du coup, on se retrouverait un peu, je dirais, asservi par la demande du marchand. Donc si on n'arrive pas en fait à scaler, c'est-à-dire à augmenter la production entre l'offre et la demande, ça va être très compliqué et du coup on peut perdre ce contrat avec le distributeur. Donc le retail, oui, une façon relativement simple de rentrer, il faut 2-3 contacts, mais on a de très grands centres de grande distribution et de distribution de produits souvenirs en Martinique et du coup c'est une première piste que l'on peut faire.
Mais là, on se trouve à travailler avec des partenaires et peut-être que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Du coup, les trois autres channels, les trois autres canaux de vente et de distribution que je vois, ils sont complètement perso et du coup pas besoin de partenaire. Le premier, Amazon. L'avantage de vendre sur Amazon, c'est que le trafic est gratuit. Il y a des milliards de recherches sur Amazon tous les ans et du coup, on n'a pas tellement besoin de faire de recherche, il suffit juste de vendre un produit winner. Le deuxième avantage, c'est que si on arrive à créer suffisamment de stock, c'est-à-dire 100 sacs ou 200 sacs ou 300 sacs, ce qui peut être peut-être un peu beaucoup, et à les envoyer au stock d'Amazon en France ou aux États-Unis, elle choisit. Du coup, Amazon va s'occuper de la distribution et va s'occuper de la livraison, ce qui est énorme. Donc, le produit en utilisant les services de Fulfilled by Amazon, FBA. Le troisième point très avantageux est que du coup, on aura en fait la confiance du client, le customer trust. Parce que les gens qui achètent sur Amazon connaissent, ils ont leur expérience, ils ont leur compte, ils peuvent faire du fast checkout et acheter en un clic. Les côtés négatifs d'Amazon. Nali n'obtiendra pas la donnée du client. Amazon conserve la donnée du client. Du coup, il va être extrêmement difficile de faire de la vente suivie et en fait de faire ce qu'on appelle du cross-sell, upsell et de revendre aux clients existants. Ce qui est en fait la meilleure façon d'augmenter ton chiffre d'affaires. Il y a des coûts à mettre en amont. Effectivement, si tu as besoin d'envoyer 200 ou 300 sacs à Amazon, il faut que tu les envoies à Amazon. Et en plus, il faut payer au mois les frais de gestion du stock chez Amazon. Donc, s'il n'y a pas encore énormément de ventes, ça peut du coup devenir un coût assez important, surtout si on ne sait pas de façon garantie qu'il s'agit d'un produit qui va gagner. Le troisième point un peu négatif, mais ça c'est plus du marketing, du fluff, c'est ils ont un packaging extrêmement standard, donc tu ne pourras pas créer cette expérience de déballage un peu premium. Amazon, c'est la boîte en carton, et puis voilà, c'est fini. Le deuxième point, après Amazon, la deuxième place de marché qui serait extrêmement appropriée pour un artisan créateur est Etsy. Etsy, E-T-S-Y, est la plus grande place de marché du monde de produits faits main. Et d'ailleurs, la seule façon de vendre quelque chose sur Etsy, c'est qu'il faut que le produit soit fait main et qu'il soit complètement original. Là-dessus, il n'y a pas de made in China, il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas toutes ces cochonneries. Il s'agit de choses complètement artisanales. Et c'est un des sites les plus populaires du monde. Donc, le premier avantage est que l'audience est de qualité. Ce sont des gens qui recherchent du traditionnel, c'est des gens qui recherchent de l'artisanat. Le deuxième élément est que quand j'ai fait quelques recherches sur Etsy, et encore une fois sur YouTube, vous pourrez voir la vidéo et ce que je suis en train de faire. Sur Etsy, il y a des vendeurs qui vendent des produits en madras, qui ont jusqu'à 1300 commentaires positifs et 5 étoiles pour des produits entièrement faits en tissu madras. Et si on va encore plus loin dans la recherche, il y a même des gens qui vendent des habits en madras pour les enfants. Des habits en madras pour les enfants et qui ont des milliers, mais je dis bien des milliers de commentaires positifs. Donc on va le chercher là, rapidement. Et en fait, on tombe sur une vendeuse qui s'appelle Our Caroline Bradley, qui vend en fait des petits survêtements en madras pour garçons, pour petits garçons. Elle les vend 50 € la pièce et elle a 759 commentaires positifs avec son petit monogramme personnalisé. Donc, ce qu'on peut voir sur Etsy, c'est qu'il y a déjà des gens qui vendent exactement le même type de produit et qui font un paquet de thunes dessus. Donc, je dirais, vas-y Nali, ouvre ton compte Etsy. Il n'y a pas de front cost, mais par contre, les inconvénients est qu'il faudra produire à la demande. Donc, dès qu'il y aura de la demande, si elle monte, elle descend, tu ne pourras pas tellement savoir et prédire. Mais si ça monte très haut, eh ben, il faudra pouvoir délivrer. Parce que le souci, c'est que pour gagner la confiance sur Etsy, il faut du coup beaucoup de reviews positives. Donc, avoir des reviews positives, c'est-à-dire que les 10 premiers ou les 20 premiers clients, il ne faudra absolument pas lâcher l'affaire et il ne faudra pas leur donner une expérience négative.
Donc ce serait ça le seul problème d'Etsy. Cependant, il me semble être la place de marché la plus claire, la plus qualitative pour ton business. Le troisième point, en termes de place de marché, de canal de distribution, est évidemment Shopify. Donc Shopify est en fait une plateforme de création de sites e-commerce que je connais très bien. J'en ai déjà ouvert 2 ou 3. J'aime beaucoup ça. Et il y a énormément d'avantages extrêmement comparatifs à Shopify. Premier élément, il y a une possibilité de personnaliser le site complète. Tu ne seras pas avec le modèle d'Etsy et tu ne seras pas avec le modèle d'Amazon, ce qui fera que ton site sera ton site et il ne ressemblera qu'à toi. Un deuxième élément, la donnée client t'appartiendra à 100%. Et tu n'auras même pas besoin de vendre pour déjà commencer à générer des données clients. Si tu crées ton site Shopify avec de la valeur ajoutée gratuite, et là on va en parler tout à l'heure, tu seras capable de capturer des numéros de téléphone et des emails pour vendre à l'infini à ces personnes qui sont tombées sur ton site. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de commission à payer à qui que ce soit, alors que sur Amazon, il faut payer des commissions. À Etsy, il faut payer des commissions. Là, tout l'argent que tu fais rentrera dans ta poche. Et le quatrième point extrêmement positif, c'est que tu peux connecter ta boutique Shopify et créer en fait une boutique Facebook. Et si tu arrives à créer une audience sur Facebook, les gens pourront déjà voir les produits et les acheter. Et d'ailleurs, une boutique Instagram aussi. Grâce à Shopify, les deux seront intégrés et tu pourras mettre des prix sur les produits et du coup créer du trafic ainsi et minimiser le nombre de clics entre le produit et le panier, ce qui est extrêmement important. Les points négatifs, ou pas négatifs, mais vraiment les gros challenges quand on se lance dans Shopify, c'est que le premier point, créer du trafic est extrêmement difficile. Ça peut prendre beaucoup de temps, surtout si on n'a pas envie de payer ou si on ne peut pas payer. J'avais dit la semaine dernière qu'on pouvait créer un business avec 500 euros. Voilà ce dont je parlais. Si tu crées ton business sur Shopify, 50 euros, ce sera juste pour créer le compte Shopify. Donc 29 $, ce sera pour le site lui-même par mois. Mais le reste, ce sera peut-être créer un logo un peu propre, créer un branding pack avec un peu tout dedans. Par contre, dès que les 450 euros qui restent, c'est pour faire de la pub en fait. Donc c'est pour faire de la pub sur Facebook, Instagram, Google, AdWords, potentiellement YouTube si tu as de la vidéo. Donc voilà. Et là, on rentre dans des considérations marketing et du coup de connaissance de gestion de la pub online qu'il faut connaître. C'est vraiment un métier à part entière qu'il faut connaître. Et du coup, ce serait les 450 euros, serait ça en fait, pour créer du trafic ultra pointu de personnes qui sont intéressées par ton type de produit et qui aillent sur ton site internet pour du coup par la suite capturer les emails et vendre par email par la suite. Par exemple, je prends l'exemple du site e-commerce de ma mère. En une journée, là, elle a fait 200 euros. Parce qu'en fait, elle avait envoyé une liste à toute sa elle avait lancé un email à toute sa base il y a 2 jours. Et du coup, ça a créé du trafic. Les gens sont venus, bim bam boum, badaboum, elle avait 200 euros. Donc, l'argent est dans la liste, oui, mais la liste doit être de qualité d'abord. Comment créer une bonne liste? Par de la publicité ou par du référencement naturel. La publicité, c'est cher, le référencement naturel, c'est long. Il n'y a rien, il n'y a aucune méthode parfaite ou facile. Ben voilà, donc les 4 points en termes de distribution pour lancer un business artisanal avec une forte, je dirais, aspect culturel. Le retail en Martinique, donc Thilo, Carrefour et compagnie. Même aller à la pointe du bout et puis essayer de vendre et frapper à toutes les portes en disant vous aimez mon produit, vous voulez pas le vendre pour moi s'il vous plaît. Ça peut fonctionner. Amazon, et on a parlé des pour et des contre. Etsy, qui est pour moi en fait le site et la plateforme de marché où tu devrais tout de suite te lancer. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui ont énormément de succès sur la plateforme déjà. Et lancer ton propre site Shopify pour commencer à capturer de la donnée client et vendre par toi-même. Donc, finissons par la fin, qui sont quelles seraient en fait les next steps ou les actions, maintenant là tout de suite, à mettre en place sur, je pense, les 2 prochaines semaines. Nadine. Action numéro 1, faire le pivot du tissu wax. Je sais que ton angle est de vendre du madras et de réinventer le madras et donner ce côté plus moderne, qui est top.
Cependant, on l'a vu rapidement, hein, franchement j'ai fait ça en 1 heure, j'ai travaillé un petit peu 1 heure dessus, que le marché de la wax est plus gros et il ne me semble pas trop compliqué de trouver le tissu. Donc après ça glisse, hein, du coup des gens veulent du wax, des gens veulent du madras, tu fais les sacs pour enfants de la même façon. Deuxième conseil, créer ton site e-commerce et créer une séquence d'emails, au moins entre 5 et 10 emails dans le futur. Ça, c'est indispensable. Il faut que tu aies ton endroit à toi, où tu vends ton produit à toi et où tu captures tes clients à toi. Indispensable, indispensable, indispensable. D'un autre point de vue, présence commerce, créer ton compte Etsy pour t'exposer à une audience plus large et potentiellement voir si ton produit peut intéresser des gens à l'international. Et clairement, vu ce que j'ai pu voir de quelques vendeurs qui sont en train de tout déchirer sur Etsy, c'est tout à fait possible. Parce que tout est écrit en anglais et ils sont basés aux États-Unis, ces gens-là, il me semble. Donc, voilà quoi. Donc, ouais, clairement, il y a quelque chose à faire là. D'un autre point de vue, le point de vue est de, en fait, de créer euh, du contenu, énormément de contenu. Et ce contenu, je dirais, pour en fait générer du trafic naturel vers ton site e-commerce et vers ta présence online, n'est pas forcément de vendre un produit, mais de vendre en fait ton expertise. Comme je le disais dans le premier gros point, tu as du talent, il faut que tu te mettes en avant physiquement, c'est moi, Nali, et potentiellement un enfant, et encore une fois, je ne suis pas pour exposer des enfants sur les réseaux sociaux, mais les gens aiment les enfants, donc mettre un enfant qui serait la mascotte du site. Mais le deuxième point est qu'en fait, tu as une expertise, tu es une créatrice, et il y a une très grosse mouvance autour du fait soi-même. Donc, créer du contenu sur YouTube avec des tutos couture vers des liens sur ton site. Ça peut être un play. 2. Créer un compte Pinterest avec des lookbooks de tes produits et également comment créer soi-même ses accessoires de puéricultrice. Ça peut être un autre point. 3. Créer un blog du type la maman qui fait tout toute seule pour expliquer ton expertise. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avant de vendre les produits, il faut d'abord offrir de la valeur. Et il y a énormément de recherches en même temps et une mouvance toute particulière sur la création de soi-même parce que c'est écologique, c'est personnalisable, ça apporte quelque chose de plus, ça apporte de l'âme au produit qui, vu que tu as déjà l'expertise, tu n'as qu'à documenter ton expertise, apporter cette valeur et la récompense que tu auras en échange de la valeur, c'est du trafic sur ton site web. Et le dernier point noté est d'un point de vue engagé avec la communauté et de trouver en fait des groupes Facebook, et je pense à Facebook particulièrement parce que ton audience, qui sont en fait des mamans, sont sur Facebook. Donc, allez sur Facebook et trouver des groupes de les mamans qui font tout toutes seules, les produits en wax, les produits en madras, la mode de pour enfants, etc. Et d'engager directement avec ton propre nom, avec les gens, devenir l'experte absolue en termes de connaissances et de valeur pour créer soi-même des produits pour son enfant. Et dès que tu deviendras la superstar de tous ces groupes-là, là, tu commences à vendre des trucs. Donc, c'est un plan à mettre en place, je dirais, sur les 2 prochaines semaines pour une exécution où on verrait des fruits, en gros, je dirais, dans 6 semaines. En gros, grosso modo. Si tu fais tout ça, il me semble que tu pourras relativement rapidement, donc dans les 6 prochaines semaines, aux 2 prochains mois, créer les premiers 1000 euros pour Naeli _Caribbean Baby. Donc voilà, je n'ai pas pris de questions parce qu'en fait tout ce format est pour le podcast. Donc comme vous le savez, je viens de lancer mon podcast, donc je voulais garder une conversation fluide et directe pour le podcast. Mais si vous avez des questions ou si vous voulez faire des trucs marrants, n'hésitez pas à le demander maintenant. Maintenant on est en mode freestyle, aucun souci. Et surtout, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu avoir un maximum de valeur à travers ce live que j'ai pour une fois tenu en 30 minutes. Yes! Et voilà quoi, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en parler en DM. Merci tout le monde, je vous aime tous et rendez-vous la semaine prochaine.